Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet très douloureux pour beaucoup d'entre nous professionnels de l'immobilier, investisseurs et même, pour tout type d'entrepreneurs. Et le sujet dont nous allons parler, malheureusement, c'est celui des professionnels incompétents. Et j'aborde ce sujet parce que c'est une question qui m'a été posée en fait par une auditrice. Alors comme je vous l'explique souvent, ce podcast il est aussi là pour vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et il n'y a pas longtemps, une certaine Nathalie m'a écrit sur Insta en me disant que voilà, elle écoutait le podcast et qu'elle avait un sujet à propos d'une relation avec, en l'occurrence, son notaire. Et elle m'a posé la question que faire. Voilà, j'ai telle et telle question. Le notaire apparaissait comme modérément compétent et ça m'a donné l'idée de faire cet épisode. Et ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est déjà une prise de conscience assez importante sur la relation que vous allez avoir avec tous les sous-traitants et avec toutes les personnes qui vont croiser votre chemin en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que marchand de biens et même en tant qu'entrepreneur de manière générale. Et la question qu'on va essayer de résoudre, c'est que faire lorsqu'on tombe sur un professionnel qui est incompétent et comment faire pour sauver les meubles, quelque part, lorsque l'on a affaire à une personne comme celle-ci. Donc, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes les nouveaux. Ici, c'est la MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens. Je m'appelle Yoni et je suis le dirigeant de la MDB Academy, l'organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Alors cette question, que faire quand on rencontre un professionnel incompétent ? Comme expliqué en introduction, en l'occurrence, il s'agissait d'un notaire. Mais ça arrive avec tout type d'intervenants, malheureusement. Ce n'est pas réservé aux notaires. Le sujet des intervenants, il est absolument clé dans notre activité parce que nous sous-traitons quasiment tout ce que nous faisons en tant que marchand de biens. Un marchand, c'est un gestionnaire de projet, quelque part. Alors, il faut, oui, que ce soit quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Il faut qu'il sache faire beaucoup, beaucoup de choses. Il faut qu'il sache prospecter, il faut qu'il sache créer de la relation, entretenir de la relation. Il faut qu'il sache lire des règlements d'urbanisme et qu'il sache faire des estimations de travaux et qu'il sache aller négocier. Donc, c'est un véritable couteau suisse de l'immobilier. Mais on va dire qu'à partir du moment où l'opération est trouvée, et où elle est, on va dire, dans les tuyaux, et où ça a été signé chez le notaire, après, c'est surtout de la gestion de projet, puisque chaque opération est un projet à part entière, et en général, le marchand de biens va avoir recours à énormément de sous-traitants qui vont réaliser l'opération pour lui, et le rôle du marchand de biens, c'est de piloter, en fait, tous ces sous-traitants. C'est pour ça qu'on dit souvent que le marchand de biens est un petit peu un chef d'orchestre dans l'immobilier, tout simplement parce qu'il y a son petit orchestre de sous-traitants et que lui, il a la baguette en gros du chef d'orchestre, il décide de qui doit jouer à quel moment, etc. Donc au final, le marchand de biens ne réalise que très peu d'actions par lui-même. Il va beaucoup passer par de la sous-traitance. Et par conséquent, le rôle des sous-traitants, il est capital, puisque ce sont eux qui vont délivrer le travail, c'est eux qui vont faire. Et s'ils travaillent n'importe comment, si c'est des buses et si c'est des baltringues, eh ben, c'est exactement à ça que votre travail va ressembler. Et la problématique, c'est que lorsqu'un de vos sous-traitants fait mal le taf, c'est vous qui en portez la responsabilité, et c'est votre réputation, in fine, qui se retrouve impactée. Malheureusement, ce n'est pas juste la réputation du sous-traitant en question qui va être dégradée. On viendra toujours chercher votre responsabilité, c'est toujours votre réputation qui sera engagée, et c'est la raison pour laquelle il faut être aussi il faut être aussi pointilleux, il faut être aussi exigeant sur la qualité et sur le rendu que vont vous donner vos différents sous-traitants. Maintenant, il faut bien prendre conscience d'un fait, c'est que tous les sous-traitants ne se valent pas. Et il y a des très bons, des moyens et des mauvais et des très mauvais dans tous les corps de métier qui vont graviter autour de votre activité de marchand. Il y a les artisans, les régies, les syndics, les services instructeurs, les comptables, les avocats et bien sûr les notaires qui nous servent d'exemple dans cette introduction. Mais je vais développer un petit peu quand même sur chaque point. Alors, les artisans, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des très bons, il y en a pas mal qui sont moyens et il y en a quelques-uns, heureusement c'est pas une majorité, qui sont vraiment nuls. Alors je vous parle pas de ceux qui sont des escrocs, où là c'est vraiment une catégorie à part, mais je vous parle juste de ceux qui, voilà, sont
sont pas bons, quoi. Vous pouvez, vous avez beau, alors, il y en a qui sont voilà, de bonne volonté, hein, parfois, et qui disent non, mais je vais refaire, et puis ils refont 2, 3, 4 fois, puis c'est toujours pas bon, parce qu'en fait, ils savent juste pas faire, quoi. Ça, les artisans, vous allez y avoir recours sur beaucoup, beaucoup de vos projets, parce qu'il y a énormément d'opérations qui impliquent de faire des travaux. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre là de travailler avec des artisans qui soient moyens ou qui soient mauvais, parce que là, vous courez véritablement à la catastrophe. S'il y a des malfaçons, s'il y a des problèmes, alors déjà, quand vous bossez avec des artisans qui sont pas très bons, ce qui se passe, c'est que ça va énormément vous pomper ça va vous pomper l'air déjà, et ça va vous prendre beaucoup de bandes passantes, parce que vous allez devoir les surveiller sans arrêt, revoir tout ce qu'ils font, leur demander sans cesse de corriger, et vraiment, j'ai été sur énormément de chantiers de cet ordre, et je pense que vous l'avez été aussi si, voilà, si vous avez déjà fait de l'IMO, même de la résidence principale ou du locatif. Des artisans qui bossent modérément bien, c'est vite extrêmement énergivore. Donc attention à ce sujet. Ensuite, les régies et les syndics, là, c'est pas tout à fait les mêmes proportions. Vu l'étude étude statistique réalisée par moi-même sans aucun outil, je constate, et ça, enfin, c'est de toutes les conversations que j'ai avec tous les professionnels de l'immobilier, la plupart des syndics et des régies sont relativement défaillants, pardon. Ils sont pas bons, ils s'en foutent, ils sont chers, c'est pas terrible, et vraiment, c'est compliqué. Ensuite, il y a les services instructeurs des mairies. Et là, alors, ce ne sont pas vos sous-traitants, les services instructeurs des mairies. Ça va être des personnes avec lesquelles vous allez devoir composer et collaborer. Je m'explique. Lorsque vous voulez déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, ce qui vous arrivera dans énormément d'opérations, votre demande, elle va passer par les mains d'un service instructeur qui, lui, va regarder le côté réglementaire de votre demande. Donc il va prendre d'un côté le règlement, il va prendre de l'autre côté votre demande, et il va se dire, ok, ça, est-ce qu'il y a ce qu'il faut, est-ce qu'il y a le nombre de stationnements, est-ce qu'il y a bien les retraits, est-ce qu'il y a bien tout ce qu'il faut. Donc souvent, alors, ça dépend des mairies dans lesquelles on va. Quand vous êtes dans des grandes agglomérations, en général, il y a des services instructeurs qui sont vraiment des services techniques, avec des personnes qui ont été formées pour ça, et souvent là, le niveau de technicité et de compétence, il est élevé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, ils peuvent être chiants, hein, et ça, bon, ils sont un peu dans leur rôle. Mais par contre, ils sont compétents. D'un autre côté, on a les communes de moindre taille, où on a souvent Jacqueline et Micheline qui font un peu tout, quoi, à la mairie, et qui font les cartes d'identité, qui font l'accueil, puis qui font un peu aussi le service instructeur improvisé. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent l'élu, donc le maire ou son adjoint, si c'est une petite commune, souvent c'est juste le maire, n'a vraiment pas la compétence ni le temps pour aller instruire d'un point de vue technique les demandes d'urbanisme. Lui, il va vraiment regarder les aspects politiques de votre demande. Et donc, il va s'appuyer un petit peu sur Micheline pour aller faire l'instruction. Et Micheline, ça fait un peu 20 ans qu'elle est là, et puis elle est un peu indéboulonnable. Et puis, bon, avec le temps, elle s'est un peu intronisée instructrice. Sauf qu'il s'avère qu'elle n'est pas très fortiche, et qu'au final, elle ne sait pas trop de quoi elle parle. Et vous allez, parfois, alors c'est pas la majorité des cas, hein, heureusement, vous allez parfois vous retrouver avec des personnes comme ça, qui en plus sont convaincues de savoir exactement de quoi elles parlent, alors qu'elles sont complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est un petit peu difficile à gérer, et là, il va falloir faire preuve d'énormément de patience. Ensuite, on a les comptables. Et les comptables, c'est particulier, parce qu'il y a beaucoup de comptables qui sont bons en France, hein, ça, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus, mais il y en a aussi beaucoup qui sont nuls, des échanges que j'ai avec différents entrepreneurs, et pas que dans le marchand. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans divers domaines d'activité, et il y en a pas mal qui sont quand même pas très satisfaits de leur comptable. Et en l'occurrence, hein, si vous voulez faire une activité IMO, que ce soit de l'investissement ou de l'activité de marchand, alors dans l'investissement locatif, la maîtrise de la fiscalité, elle est véritablement capitale. La bonne réflexion autour du montage fiscal, c'est souvent ce qui va faire la différence entre un investissement rentable et un investissement qui est moyen, voire désastreux.
Et dans l'activité de marchand, il faut faire bien gaffe parce que c'est très très spécifique. Ne vous amusez pas à bosser avec n'importe quel comptable. Euh, il y en a beaucoup qui vont vous dire ouais ouais c'est bon je sais faire et qui en fait savent pas du tout faire. Moi je bosse depuis 2015 avec le cabinet Only Compta. On vous mettra d'ailleurs un lien si vous voulez bosser avec eux. On a un lien qui vous donnera 10% de réduction sur vos frais de comptabilité la première année. Moi j'en suis super satisfait parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Okay, ça c'est important d'avoir des personnes qui non seulement sont réactives, qui savent de quoi elles parlent, qui connaissent les sujets de marchand, qui vont pas vous faire n'importe quoi sur le sujet de la TVA et qui vont pas vous mettre dans la merde. Ah, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec c'était en formation, quelqu'un qui est venu dans une formation présentielle chez nous. Et si vous l'ignorez, on a des formations présentielles 4 fois par an à Lyon qui jouent toujours à guichet fermé, où vous allez prendre énormément de valeur. Donc on a aussi des personnes qui pratiquent déjà l'activité de marchand. Et en l'occurrence, un mec alors je sais plus d'où il était, mais qui m'a dit voilà, il vient me voir après la partie du comptable, dans laquelle le comptable explique les sujets de TVA, ce qu'il peut déduire, pas déduire. Et il me dit putain, mais moi mon comptable, il m'a déduit l'année dernière toute la TVA de toutes mes dépenses. Alors si vous n'êtes pas au fait des sujets de TVA du marchand, je rentre pas dans le détail, mais on peut absolument pas, dans la majorité des cas, tout déduire toute cette TVA lorsqu'on est marchand, la TVA payée à ses fournisseurs. Il me dit ah putain, je sais pas comment faire et tout. Et bon, ça vient juste illustrer. Donc dans ce cas-là, soit tu rembourses tout et ça peut être un peu la merde au niveau trésor, soit t'espères que tu fais le dos rond et t'espères que ils viendront pas te contrôler, quoi. Mais ce simple exemple vient montrer ce qui peut arriver si on bosse avec un comptable qui s'y connaît pas. Donc soyez très méfiants là-dessus. Il y a les avocats aussi. Alors les avocats, c'est vraiment un truc à part. Parce que, vous l'ignorez peut-être, il y a énormément d'avocats en France et il y en a beaucoup qui ont un peu la dalle. Parce qu'il n'y a pas forcément assez de boulot pour tout le monde. Et il y en a beaucoup qui vont prendre n'importe quel cas que vous allez leur amener juste parce qu'ils ont besoin de faire du chiffre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des avocats avec lesquels j'ai discuté. Et il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, c'est bon, je fais de l'immobilier, je sais faire l'immobilier, mais en fait, ils savent pas du tout. Et le droit de l'IMO, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, d'extrêmement spécifique. Et si vous bossez avec un avocat, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui s'y connaisse, sinon, il va vous faire n'importe quoi. Et donc, on a eu des cas de figure en tant que marchand dans lesquels il y avait en face, là pour le coup, un avocat qui lui était pas très bon. On l'a dégommé, le pauvre. Et enfin, les notaires. Les notaires, là vous allez bosser avec eux très régulièrement. Le notaire, c'est votre interlocuteur privilégié. Quand vous êtes marchand de biens, c'est votre conseiller. Il va gérer énormément de sujets juridiques pour vous, des sujets réglementaires. Il va vous aider dans les négociations. C'est quelqu'un qui va vraiment être là à toutes les étapes de votre activité de marchand, sur chaque opération. Et s'il y a bien un professionnel sur lequel vous devez être absolument intransigeant, c'est le notaire. Vous ne pouvez pas vous permettre de bosser avec quelqu'un qui soit certainement pas bon, ça c'est sûr, mais même quelqu'un qui soit un peu moyen, c'est absolument interdit. Vous devez prendre quelqu'un qui soit excellent en tant que notaire. Alors la question qui se pose, les amis, c'est que faire? Que faire lorsqu'on rencontre un professionnel, pas lorsqu'on rencontre, mais lorsqu'on se rend compte plutôt du fait qu'on a amorcé une relation avec un professionnel incompétent. Et avant de vous répondre, j'ai une demande pour vous, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit avis 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast? Ça nous aide énormément, que vous l'écoutiez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, que sais-je, ça nous aide énormément à nous faire référencer auprès de ces plateformes et ça aide l'algorithme à piger que ce podcast fait du contenu de qualité et qui vient répondre aux questions que les gens se posent. Donc s'il vous plaît, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à prendre 3 secondes pour aller nous mettre un petit avis 5 étoiles. Ça nous aide énormément. Je vous remercie par avance de tout cœur. Alors pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre un professionnel incompétent, on va décortiquer le sujet en plusieurs sous-parties. Déjà, de quel professionnel s'agit-il? Ça c'est numéro 1. Deuxièmement, à quel stade est-ce que vous en êtes de la relation avec lui? Troisièmement, dans quelle mesure est-ce que vous dépendez de lui? Et enfin, à quel point
est-ce qu'il ou elle est incompétent? Je dis bien elle parce que j'ai parlé au masculin jusqu'à maintenant, mais Dieu bénisse, il y a énormément de professionnels du sexe féminin qui sont nuls. Là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de privilège. Allez, on commence par numéro 1, de quel professionnel est-ce qu'il s'agit? Il y a certaines professions qui sont plus faciles à dégager que d'autres parce qu'elles sont, entre guillemets, facilement remplaçables. Par exemple, si vous bossez avec il y a un plaquiste ou des peintres qui sont pas très bons, bah ça, des plaquistes et des peintres, il y en a vraiment beaucoup, il y en a énormément, et il y en a beaucoup qui savent bosser. Et donc, ils sont entre guillemets facilement remplaçables parce que si vous vous rendez compte que votre plaquiste il fait pas le taf, bah vous pouvez bosser avec quelqu'un d'autre qui lui fera le taf. En revanche, certaines autres professions sont beaucoup plus difficiles à trouver. Je pense aux terrassiers, aux maçons, aux charpentiers. Donc là, beaucoup plus difficile à dégager. Parce que si vous avez je sais pas, un maçon ou un charpentier qui fait pas le taf, ou un couvreur, bah trouver un couvreur qui va venir, ça dépend des régions encore une fois, mais va venir vous reprendre le chantier assez rapidement, ça peut être mais introuvable. Il y a des régions dans lesquelles c'est une vraie galère, je pense notamment, je sais dans les deux Savoie, enfin la Haute-Savoie, Savoie et Haute-Savoie, c'est hyper difficile. Enfin, les charpentiers, ils sont parfois bookés, mais 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance. Leur planning est plein, c'est un truc de malade. Donc là, si vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment pas bon, ça peut être un petit peu galère. Il y a également la notion de statut qui est importante quand on répond à la question de quel professionnel est-ce qu'il s'agit. Et c'est bien là tout le sujet de la question de notre auditrice, de Nathalie, parce qu'elle me parlait de son notaire. Et le notaire, il jouit en France d'un statut un peu particulier. Ah, les anciens, quand ils vont chez le notaire, ils s'habillent bien. Enfin voilà, il y a il y a une aura, quoi. Il y a un statut du notaire qui est vraiment assez particulier, qui est assez particulier. Et donc, il peut y avoir une difficulté psychologique à en changer et à s'en débarrasser. Et dans l'esprit des gens, le notaire, c'est le statut social, il est élevé. Alors, notamment auprès des relativement anciennes générations, qui vont chez le notaire 1 fois, 2 fois, 3 fois dans leur vie. C'est un passage assez solennel, quoi. C'est s'il y a, par exemple, contrat de mariage, ou c'est s'il y a décès avec succession, avec héritage, et c'est quand on achète sa maison. Donc il y a vraiment un côté solennel au passage chez le notaire, et les gens n'imaginent pas qu'en fait un notaire, c'est juste un sous-traitant qui vient, je le dis pas de manière péjorative, hein, s'il y a des notaires qui écoutent cet épisode, ne vous vexez pas. Mais un notaire, c'est un sous-traitant et c'est un exécutant en fait qui va rédiger un contrat, etc., que vous allez lui demander de mettre en place. Oui, c'est un officier ministériel, oui, il a un statut qui est quand même assez particulier, mais s'il est nul, il est pas, comment dire, il ne jouit pas d'une immunité notariale qui lui permette de continuer de faire n'importe quoi pendant des années en toute impunité. Vous pouvez tout à fait bien le dégager, mais il y a encore une fois cette difficulté psychologique à passer outre son statut. Donc la première question, je résume, c'est de quel type de professionnel est-ce qu'il s'agit? La deuxième question, c'est à quel stade est-ce que vous en êtes avec lui? Et est-ce que vous en êtes au premier date? Est-ce que vous en êtes au préliminaire? Ou est-ce que vous êtes déjà au lit avec? En gros, pour prendre une petite métaphore. Et pour prendre une autre image, un professionnel incompétent, c'est un peu comme une infection. C'est un peu comme une maladie. Plus vous la traitez tôt, et mieux ça sera. Et plus vous allez attendre, et plus ça va s'infecter, et plus ça va être un problème de la traiter. Et on a tous été dans cette situation dans laquelle la théorie de l'engagement nous a mis dans une merde indescriptible, parce qu'on s'est dit, on a eu des signes avant-coureurs, et on a compris que le professionnel en question était nul, mais on s'est dit non, quand même, on va lui laisser une chance, c'est peut-être les circonstances, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et il y a eu 1, 2, 3 avertissements, et on n'a pas écouté ces avertissements, on a persévéré, et on s'est retrouvé dans la merde, avec des chantiers qui étaient mal faits, avec des dossiers de permis de construire qui étaient faits n'importe comment, avec des compromis qui étaient rédigés à la va comme je te pousse. Et véritablement, en général, quand on a ces premiers signes avant-coureurs, il faut les écouter. Il faut les écouter le plus tôt possible parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, les amis.
Et si vous voyez vous commencez à voir des signes qui vous alertent sur la qualité, sur le professionnalisme de votre sous-traitant, vous dites « Ouh là là, attention », je vous le dis, c'est dur de trancher comme ça dès le départ, mais faites-le parce que soit vous payez le prix maintenant, soit vous payez le prix x2 ou x3 un peu plus tard. Alors, si c'est le tout début de la relation, parfois vous pouvez quand même essayer de rectifier le tir. Parce qu'il y en a qui peuvent être, je sais pas, ils peuvent avoir été un peu négligents, ils peuvent être dans une période où ils sont un peu fatigués, ils peuvent avoir fait tout simplement une erreur humaine que nous faisons tous. Donc n'hésitez pas à clarifier vos attentes, ça c'est important. Ils peuvent avoir bossé avec des clients qui sont moins exigeants que vous, qui se contentent d'un résultat assez médiocre, mais vous, c'est pas votre cas. Vous voulez être des professionnels de qualité, vous voulez être les meilleurs de votre secteur, et donc il faut que vos sous-traitants se mettent à votre niveau. Donc n'hésitez pas à préciser que le travail qu'ils vous ont rendu n'est pas satisfaisant. Et de toute façon, en général, si vous êtes un peu exigeant, ce qui est mon cas aussi, je ne sais pas si vous l'êtes, mais en général, ils se mettront toujours un peu en dessous de ce que vous visez. Donc il vaut mieux viser très haut parce que ils finiront toujours par vous décevoir un petit peu. Donc n'hésitez pas alors à poser une attente qui est très très élevée, comme ça les obligera un petit peu à faire des efforts et à aller au-delà de ce qu'ils sont habitués à faire. Et d'ailleurs, alors ça c'est une petite parenthèse, c'est une parenthèse mais qui est importante, c'est que en France, les gens n'ont pas l'habitude de communiquer. On ne nous apprend pas à communiquer. On ne nous apprend pas à dire, là, ce que tu viens de faire ne répond pas nécessairement aux exigences ou aux attentes que j'avais, et ce serait beaucoup mieux pour moi si tu faisais comme ci, comme ça. À l'exprimer de manière simple et de manière complètement légitime. Ça, beaucoup de gens ont des grosses difficultés à le faire. On ne nous l'apprend pas, tout simplement. C'est pas de notre faute, c'est qu'on ne nous apprend pas à le faire. Donc on se retrouve à l'âge adulte, on ne sait pas communiquer, on a plein d'interactions avec d'autres adultes, des interactions économiques, des interactions sociales, etc. Et en fait, on ne sait pas faire. Donc il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça, qui y arrivent bien, et l'autre partie, qui est une écrasante majorité, doit juste se démerder un petit peu doit faire un peu avec les moyens du bord. Et c'est important d'apprendre à communiquer. Je suis pas toujours le mieux placé pour dire ça, parce que j'ai une communication qui est souvent très abrupte, très cash, avec laquelle beaucoup de gens ont du mal à composer. Je suis pas irrespectueux, mais très très franc et très direct. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui ont besoin qu'on mette 3 tonnes de forme. Toujours est-il que, alors ça mériterait peut-être que j'en fasse un épisode à part. Donc je vais refermer la parenthèse. Mais on ne nous apprend pas à le faire, et c'est un tort, et il ne faut pas hésiter à poser clairement ses attentes, à le poser de manière respectueuse, de manière posée, de manière objective, mais le dire clairement qu'on a des attentes, et que si elles ne sont pas satisfaites, il faut rectifier le tir. Si vous êtes maintenant déjà engagé avec le prestataire, et que vous vous rendez compte que quelque chose ne va vraiment, mais vraiment pas, alors essayez de voir avec lui s'il est possible d'améliorer les choses. Dites-lui, non, ça va vraiment pas du tout. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Si la réponse est non, ce qu'il faut vous demander, c'est combien il va vous en coûter de vous en séparer. Mais aussi, parce que là, beaucoup de gens vont se dire, ah non, t'imagines, si j'arrête maintenant le chantier, ça va être la merde, il va falloir que je le paye lui, et que je reprenne un autre artisan, ça va me faire payer 2 fois. Certes, se séparer d'un sous-traitant mauvais, ça va avoir un coût. Mais la question que vous devez vous poser, les amis, c'est combien il va vous en coûter de rester avec ce sous-traitant jusqu'au bout. Et là, le coût, c'est difficile de l'entrevoir parce qu'on a toujours une espèce de biais d'optimisme en se disant non, ça va s'arranger. Ça va s'arranger que dalle. Ça ne s'arrange pas. Quelqu'un qui est mauvais reste mauvais. Et si vous persistez à aller avec lui jusqu'au bout de l'opération, vous allez être dans la merde et il se peut que ça vous coûte 5 fois plus cher que de couper maintenant. C'est comme un membre gangréné duquel on se dit « Non, je n'ai pas besoin de me couper le doigt parce que ça va guérir. »
Ça guérit pas, ça se propage à ta main. Donc là, tu dis, ah non, je veux quand même pas me couper la main, on va essayer un autre traitement. Et là, tu perds ton bras. C'est exactement ce qui se passe dans une opération dans laquelle vous êtes engagé avec un sous-traitant qui est mauvais. C'est une infection que vous devez retirer, vous devez absolument amputer. Et plus vous le ferez tôt, moins ça va vous coûter. Mais c'est parfois très difficile, je le sais, parce que j'ai moi-même fait l'erreur. Tout ce que je vous raconte, tout ce que je dis dans les épisodes, dans les vidéos YouTube, dans nos formations, c'est du vécu. Les amis, pour que vous appreniez des erreurs des autres. J'ai lu un proverbe qui disait vous devez apprendre des erreurs des autres parce que vous ne pourrez pas vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même. On a toutes fait cette erreur, et moi en premier, de persister et de signer et de continuer à bosser avec des gens qui sont mauvais. Il faut amputer, il faut arrêter dès que possible. Sachez que les choses ne s'améliorent pas. On a tendance à se dire ça va s'améliorer. Les choses ne s'améliorent pas quand on a affaire à des sous-traitants qui ne sont pas compétents. Donc s'il y a beaucoup de signaux faibles, si vous voyez, vous êtes en train, vous essayez de vous lancer dans une course et que en fait vous êtes sur une mule ou sur un âne, et ben dites-vous que cette mule, elle va pas se transformer du jour au lendemain en cheval de course. Okay, ça n'arrivera pas. Vous devez changer de monture dès que possible, parce que les métamorphoses, des crapauds qui se transforment en princes, ça n'existe que dans les contes de fées. Nous, on n'est pas dans un conte de fées, on est dans la dure réalité de l'immobilier, et dans la dure réalité de l'immobilier, les mules, elles ne se transforment pas en chevaux de course, et si vous avez un professionnel qui est nul, il ne se transformera pas du jour au lendemain en un professionnel compétent, donc dégagez-le. Ensuite, le troisième point, c'est dans quelle mesure est-ce que vous êtes dépendant de lui. Et là, le niveau de dépendance va avoir une influence directe sur votre décision. Et une question qu'il faut vous poser, qui est intéressante, c'est est-ce que la dépendance, elle est réelle ou est-ce qu'elle est dans votre tête ? Et là, il y a souvent, parce que là aussi, il y a souvent des croyances, des choses qu'on s'imagine. Et c'est notamment le cas du notaire, de la question de Nathalie, parce que beaucoup s'imaginent que seul leur notaire peut mener à bien la transaction, alors qu'en réalité, il est possible d'en changer. Alors, bien sûr, vous pouvez changer de notaire à tout moment. Vous avez terminé une opération, vous lancez une nouvelle opération, vous pouvez absolument vous prendre un autre notaire. Mais il est également possible de changer de notaire en cours de route. C'est un peu chiant, c'est pas très confortable. Ça met du malaise, mais c'est possible. Et souvent, les gens confondent malaise et impossibilité. Il n'y a pas d'impossibilité technique à dégager des sous-traitants ou des partenaires qui ne sont pas bons. Souvent, il y a une incapacité émotionnelle. Parce que le malaise fait qu'on se dit « Ah non, tu t'imagines, ah non, quand même, je peux pas le dégager, c'est le notaire de mes parents, il a fait je sais pas quoi, l'héritage de papy. » Mais on s'en tape, en fait. On s'en tape, s'il est nul, tu le vires et puis c'est tout. Autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous pouvez faire sans ? Est-ce que vous pouvez vous passer de ce sous-traitant ? Je parlais tout à l'heure du terrassier, du maçon, par exemple, pour dire est-ce qu'on peut faire sans ? On sait que souvent, le terrassier, le maçon, c'est les professionnels qui interviennent en tout début de chantier. Et ils bloquent tout le monde. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas fini leur truc, personne ne peut intervenir. Si le terrassier se casse du chantier pendant 3 mois et qu'il vous a laissé le terrain complètement éventré avec des canalisations, des bouts de canalisation en plein milieu, c'est très très handicapant pour la suite de votre OP. Donc là, il y a un niveau de dépendance qui est fort et qui est objectif, avec lequel vous devez composer. Et donc, s'il y a un niveau de dépendance qui est fort, peut-être qu'il faut essayer de faire avec et de pas trop les dégager tout de suite. Sauf, bien sûr, s'ils sont nuls et qu'ils vont vous mettre dans une merde indescriptible qui est encore pire, qui va vous coûter encore pire que de vous en débarrasser sur le champ. Donc, réfléchissez bien à ce niveau de dépendance et essayez de composer avec si vraiment le niveau de dépendance est élevé. Ensuite, 4e point, c'est à quel point est-ce que ce professionnel est incompétent ? Et là, il y a divers degrés, il y a toute une échelle d'incompétence. Est-ce qu'il est, avec le pire de tout, est-ce qu'il est vraiment nul à chier ? Est-ce qu'il est bon à rien ? Vraiment, c'est un tocard de première ? Est-ce qu'il est juste un peu mou ? Est-ce qu'il est un peu négligent ?
Est-ce qu'il est à peu près compétent, mais il a des problèmes de je sais pas quoi? Et selon la réponse, faudra trancher. Et par exemple, moi j'ai eu pour vous donner des exemples un peu croustillants, j'ai eu des partenaires, des sous-traitants qui étaient, enfin je pense à un notamment, qui était alcoolique. Alors c'est pas du tout un sujet amusant, c'est une maladie, et une maladie, un fléau médical en France, hein, c'est un vrai sujet de société, il y en a beaucoup, 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 et souvent c'est pas considéré à sa juste gravité. Mais ce professionnel-là, il avait un vrai problème d'alcool. Je vous parle d'un mec qui s'enquille 2 bouteilles de rosé à midi, au repas de midi. Donc vraiment quelque chose de lourd. Mais par contre, quelqu'un qui était extrêmement brillant intellectuellement, gros réseau, enfin un professionnel il était balèze. Quelqu'un en plus pour qui j'avais du respect. Et quand on l'appelait le matin, bah, c'était rendez-vous avec lui le matin, ça se passait toujours bien, c'était toujours clair, c'était machin. Et plus on l'avait tard dans la journée, plus c'était une catastrophe. C'est-à-dire que passé midi, c'était foutu, et en fin de journée, le mec était mais ivre mort. Et donc les conversations téléphoniques, elles étaient interminables, ça se répétait, etc. Il répétait 10 fois la même chose dans la conversation. Il oubliait bien sûr tout ce qu'on s'était dit. C'était extrêmement compliqué. Et bah, ça, par exemple, c'est sur l'échelle de la difficulté de travailler avec un sous-traitant, c'est un vrai souci, et il y en a. Donc bref, demandez-vous si la personne a juste un petit problème ou est-ce qu'elle a un gros problème. Et j'estime que c'est toujours bon de faire un peu de pédagogie et de voir si votre interlocuteur il a juste commis une erreur, ce qui encore une fois nous arrive vraiment à tous et à moi le premier, ou s'il s'est permis de vous délivrer la prestation avec un faible niveau de qualité en toute conscience. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a fait une crotte, et il devait vous remettre un truc, puis il a fait un caca, et puis il vous a amené le caca, et vous se dit regarde cette belle œuvre que j'ai faite. Et là, vous êtes en droit de lui dire ça n'est pas une œuvre d'art que tu m'as faite, c'est une grosse merde. Et ça mérite un recadrage. Et le recadrage, je vous le dis, avec tous les sous-traitants avec lesquels vous allez bosser, même les meilleurs, il va y avoir un moment donné où vous avez le devoir, c'est pour le bien de votre entreprise, d'aller recadrer votre sous-traitant. Et quand je dis recadrer, c'est pas forcément être méchant, certainement pas irrespectueux, mais c'est de dire objectivement, j'avais une attente que tu délivres un contenu X et tu as délivré un contenu Y. Ce qui est insatisfaisant pour moi, ce qui me cause un préjudice A, B, C, D. Et donc, pour le bien de mon entreprise et de ma relation, j'ai besoin qu'à l'avenir, lorsque je te demande un niveau de prestation X, tu délivres un niveau de prestation X. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Vous l'expliquez comme ça, de manière simple, de manière posée, de manière objective. Ne venez pas dire « Ouais, tu fais comme si, t'es comme ça. » Non, non, non. Non, 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 non. Le niveau de production est insatisfaisant. Ça cause un préjudice à mon entreprise. Par conséquent, j'ai besoin que la prochaine fois, le niveau soit meilleur et que la prestation délivrée soit à tel et tel niveau. C'est aussi simple que ça. Je comprends que ça soit malaisant à dire, mais vous verrez, la première fois c'est compliqué, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois encore un peu moins, puis la quatrième, vous le faites sans vous poser de questions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en incapacité de recevoir une critique, même si elle est objective, et même si elle est fondée et légitime. Et ça, il y a pas mal de cas de figure. Alors déjà, il y a des gens qui ont des problèmes d'ego, on ne peut rien y faire, quelle que soit leur profession. Là, c'est transcourant en termes de profession. Il y a des gens qui ont des problèmes d'ego et quand vous leur formulerez une critique, en fait, ils le prendront pour eux, ils vont se vexer et puis ça va mal se passer. Et puis il y a des gens qui ne savent pas recevoir une critique pour diverses raisons. Et là, ça peut mettre fin à une relation. Parce que il y a des personnes qui vont pas comprendre, qui vont se dire non mais en fait qui c'est celui-là ou qui c'est celle-là. Et notamment alors quand il y a des sujets de statut, par exemple par rapport aux notaires, donc il va peut-être y avoir des notaires qui se prennent un peu pas pour de la merde et qui vont dire non mais en fait pour qui se prend celui-là à venir me donner des leçons. Il va y avoir aussi malheureusement
des professionnels de sexe masculin qui vont, notamment peut-être dans le bâtiment, qui vont dire à certaines femmes, non mais pour qui elle se prend celle-là, elle va venir me donner la leçon. Et ça va, ça peut envenimer les choses, ça peut mettre fin à des relations. Et c'est pas grave, parce que des professionnels qui vont pouvoir vous aider, il y en a plein, il y en a des tonnes. On est dans un pays avec beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de professionnels, et vous trouverez chaussure à votre pied si jamais la personne avec laquelle vous êtes en train de bosser actuellement ne vous donne pas satisfaction. Donc ne faites pas l'impasse. Et moi j'ai eu le cas de figure. C'était vraiment il y a des années, donc je devais avoir peut-être, je sais pas, autour de 35 ans. Il y a un agent immobilier avec lequel on avait une opération en cours. Et puis, on l'aimait bien, hein. Enfin, ça se passait bien, et c'était un vrai pro de l'immobilier, pour le coup. Et puis, il y a une fois, il y avait sur le suivi de commercialisation, il y a un truc qui me convenait pas. Donc, je lui ai... Enfin, là, en l'occurrence, je crois que c'était un mail ou un truc comme ça. Je lui ai fait un mail en lui expliquant, voilà, là, le suivi ne nous apporte pas tout à fait satisfaction, et donc, faudrait rectifier le tir et tout, machin truc. Et quand on s'est parlé la fois d'après au téléphone, il m'a dit ouais, bon voilà, ton mail, j'ai pas trop compris et tout. Je dis bah attends, hop. Parce que moi je suis pas du genre à enterrer les sujets difficiles, donc je les déterre tout de suite. Je dis hop, attends. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que t'as pas compris? Viens, je vais te réexpliquer. Donc je lui ai réexpliqué, et franchement c'était clair, c'était respectueux, il n'y avait pas d'agressivité, c'était vraiment correct. Et en fait, bah, il l'a très mal pris, et parce que lui avait, je sais pas, il avait pas loin de 60 ans, je crois. Et en fait, il a dû se dire, mais c'est qui ce petit con qui vient me donner des leçons? Alors là, je lui mets des phrases dans la tête, hein, mais peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, voilà, après, on n'a plus trop bossé ensemble, et malheureusement. Donc, il y a des gens qui pourront pas entendre la critique, et sachez-le, et c'est pas grave, hein. Mais vous pouvez pas vous permettre de bosser avec quelqu'un qui est nul et qui va vous pourrir votre activité. C'est pas possible, parce que c'est votre responsabilité qui est en jeu. Donc vous devez le dégager aussi vite que possible. Rappelez-vous, si à un moment donné vous avez un doute, rappelez-vous que c'est votre argent ou c'est votre responsabilité qui sont en jeu. Si c'est un artisan qui fait mal le job, oui, il y a la garantie décennale, etc., mais c'est vous qu'on va venir chercher, c'est à vous qu'on va venir casser la tête. Donc c'est votre responsabilité. Si c'est un courtier ou si c'est un banquier qui n'édite pas les offres à temps, c'est votre problème, c'est vous qui allez être dans la merde, c'est vous qui allez devoir en justifier. Donc c'est vous qu'on mettra systématiquement en cause. J'avais fait il y a des années une vidéo qui s'appelait l'épicentre du merdier, et vous êtes vraiment dans laquelle j'expliquais que c'est toujours vous qui êtes dans l'œil du cyclone, quoi qu'il advienne. Vous êtes dans l'épicentre du merdier, en gros. Et rappelez-vous que c'est toi derrière ton écran, derrière ton téléphone là qu'on mettra en cause systématiquement, même si c'est juste un sous-traitant qui fait mal le job. Donc, fais très attention quand tu sélectionnes des artisans, enfin tu sélectionnes des sous-traitants. Donc, pour répondre à la question de notre auditrice, le notaire, comme je vous l'ai expliqué, c'est un partenaire clé. Nathalie, sache-le, c'est un partenaire clé, tu ne peux pas faire l'impasse, tu dois prendre un notaire qui soit excellent. Et bien qu'il jouisse d'un statut social qui est élevé, le notaire n'échappe pas au constat suivant, c'est que la plupart des professionnels avec lesquels vous allez bosser seront modérément compétents. Hein, l'excellence, elle est rare, sinon ce ne serait pas de l'excellence, ce serait la norme. Donc les gens excellents sont plutôt minoritaires, ce qui veut dire que la majorité des gens sont globalement moyens, et il y en a pas mal qui sont nuls. Donc vous devez allez faire très attention et choisir ceux qui sont absolument excellents, et faire très attention à ça, surtout lorsqu'on parle du notaire qui est le conseiller privilégié du marchand de biens. Il faut aussi réaliser que les notaires sont humains, et parfois ils vont avoir des fluctuations d'énergie, ils vont avoir des fluctuations de morale, des fluctuations d'envie. Hein, ce sont des humains comme vous et comme moi. Que ce soit le notaire ou le clerc de notaire, en fait, leur énergie, leur niveau de productivité ne sont pas linéaires. Ils peuvent avoir des creux, ils peuvent avoir des moments de moins bien, quoi, en fait. Ça, il faut accepter, il faut le tolérer. Soyez juste vigilant à ce que ce niveau-là ne s'installe pas comme une norme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, des notaires, il y en a pas mal qui sont vraiment incompétents.
Il y en a certains qui sont compétents dans leur domaine, mais qui font plus par exemple du droit de la famille ou des choses comme ça. Et en fait, ils seront incompétents dans l'activité de marchand. Ça ne fait pas d'eux des notaires incompétents en général, ils sont juste incompétents pour l'activité de marchand. Ce qui est très fréquent. Les notaires qui savent faire du marchand ne sont pas si nombreux que ça. Et là aussi, je pense à une notaire une fois. On a une opération et la notaire en face, c'était une dame pour le coup, nous soutenait mordicus que... Enfin, on devait diviser un terrain à bâtir. Elle nous soutenait mordicus qu'il fallait faire un permis d'aménager. En l'occurrence, une déclaration préalable était tout à fait suffisante, mais non, il faut un permis d'aménager. Elle avait absolument tort. Le fait est que la plupart des gens vont écouter ce que disent leurs notaires comme si c'était une parole d'évangile. Donc c'est souvent un petit peu difficile, lorsqu'on a affaire à un notaire comme ça, de faire entendre raison et au notaire d'en face, qui a un ego surdimensionné, et à son client, qui va l'écouter comme si c'était Dieu le Père. Donc c'est un peu compliqué. Donc si vous avez affaire à un notaire comme ça, si c'est le vôtre, faites très attention, virez-le. Alors, tout simplement, ne travaillez pas avec un notaire qui soit moyen, pas bon. Même si c'est le notaire de famille depuis 30 ans, même si c'est celui qui a fait le contrat de mariage de vos parents, même si c'est celui qui a fait la succession de je ne sais qui, partez. C'est comme pour la banque. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié avec votre notaire, vous n'êtes pas marié avec votre banquier, vous n'êtes marié qu'avec votre mari ou votre femme. Et pour tous les autres, vous en changez s'ils ne vous donnent pas satisfaction. En conclusion de cet épisode, les amis, et Nathalie en particulier, les partenaires, les prestataires et les sous-traitants avec lesquels vous bossez en tant que marchand de biens sont d'une importance absolument capitale puisque la qualité de leurs prestations va immédiatement se refléter sur la qualité de vos opérations et de votre entreprise au final. Et vous devez être extrêmement vigilant à ce sujet. Si vous en trouvez qui sont bons, vous devez absolument les garder. Vous devez les soigner, vous devez faire en sorte qu'ils apprécient travailler avec vous. En revanche, pour ceux qui sont moyens, vous devez faire connaître votre niveau d'attente, votre niveau d'exigence, et voir s'ils peuvent s'y caler. Peut-être que en fait, le fait de bosser avec vous, ça va les faire sortir un petit peu de leur médiocrité, et ils vont se donner à fond, et en fait, ils vont devenir excellents à votre contact. Ça, c'est possible. Et pour ceux qui sont pas bons, ceux qui sont nuls, vous devez absolument vous en débarrasser, parce que plus vous tarderez et plus il va vous en coûter. Et rappelez-vous qu'une mule ne se transforme jamais en cheval de course. Et au final, c'est votre réputation et ce sont vos finances qui vont en pâtir. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à des personnes que ça pourrait aider et aussi à aller nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous allez écouter, vous l'aurez écouté. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt.